Alors, je suis le fondateur de Socheck, qui est une régie social media, et de Lokita, qui est un webzine qui parle beaucoup de digital et de tech. Je m'arrête là pour ma pub. Je vais essayer de parler doucement. Voilà, j'ai lu vos commentaires sur Twitter, je vais essayer de parler doucement. Donc la première chose que je veux dire, c'est qu'il existe un grand nombre de réseaux sociaux. Quand vous allez commencer à travailler sur votre stratégie social media, que vous soyez une petite marque ou une grande marque, la première question à se poser, c'est quel type de contenu je veux créer. Je ne vais pas trop insister sur les contenus parce que ça a été déjà fait dans les 2 interventions précédentes, mais évidemment, la première question à se poser, c'est où est-ce que je dois aller. Si vous êtes une marque B2B, clairement, Facebook n'est pas forcément le meilleur endroit. Si vous êtes une marque B2C, c'est pas sur LinkedIn que vous allez aller. Je caricature un petit peu, mais ce que je veux dire, c'est que la première règle, c'est ça. C'est de choisir sur quels réseaux sociaux vous allez aller. Et évidemment, c'est très lié à la question de quel type de contenu je veux créer. Si vous voulez créer du contenu qui est lié à la vidéo, à l'image, à ce genre de choses, vous avez des réseaux sociaux de prédilection, évidemment. Après, il y a des réseaux sociaux qui sont très réceptifs en fonction de votre activité. Par exemple, moi, un réseau que j'aime beaucoup, c'est Pinterest. On sait qu'il y a beaucoup plus de femmes sur Pinterest que d'hommes. Quand vous êtes dans la mode, il y a des marques qui sont hyper actives sur Pinterest, surtout aux États-Unis, et qui le sont beaucoup moins sur d'autres réseaux sociaux, y compris Facebook. Pour le coup, ça leur donne un trafic monumental parce que c'est un réseau qui se prête à ça, qui se prête à l'image, et donc qui est particulièrement intéressant quand vous voulez communiquer sur ce véhicule-là. Au-delà de ça, être présent sur les réseaux sociaux, c'est pas un objectif. L'objectif, c'est pas d'avoir des millions de fans, c'est pas d'être présent sur Facebook, Twitter et ainsi de suite. L'objectif, c'est de ramener du monde sur vos domaines, sur votre site internet si c'est un site internet, sur votre application mobile si c'est ce que vous vendez. Mais en tout cas, les réseaux sociaux, c'est un outil. Et d'ailleurs, ça n'est qu'un intermédiaire. Ce qu'il faut comprendre aussi, ce qui est très important et que moi j'explique à mes clients autant que possible, c'est que les réseaux sociaux en soi ne vont pas vous servir à vendre directement. Je prends le cas des e-marchands parce que c'est un cas que j'aime bien et qui est très récurrent. Vous ne vendrez pas directement sur votre page Facebook, ou en tout cas ça ne marchera pas. Ça va être très difficile, à moins de faire des offres commerciales systématiquement, mais de passer directement du je veux communiquer sur les réseaux sociaux à je vais vendre mes produits. L'intermédiaire, c'est je crée ma communauté. Quand vous avez une communauté de quelques centaines, quelques milliers, quelques dizaines de milliers de fans, quelques dizaines de millions de fans, en fait, la première chose, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est l'engagement. Et plus vous allez avoir d'engagement, plus ces fans vont être réceptifs à ce que vous allez leur proposer et pas spécialement sur des opérations commerciales. Donc il faut bien décorréler en fait le fait d'être actif sur les réseaux sociaux et d'essayer à tout prix de vendre. Évidemment, on a une démarche héroïste quand on est sur les réseaux sociaux. Et personnellement, j'adore parler avec ceux qui me disent qu'on ne peut pas calculer le ROI des réseaux sociaux. Personnellement, depuis que je travaille sur Facebook, c'est la première chose que je fais pour tous mes clients. Je ne conçois pas d'aller vendre quelque chose à quelqu'un en lui disant « je te vends quelque chose, mais je ne peux pas te dire combien ça te rapporte ». Enfin, moi, ça me paraît absurde. Et pour mes clients, d'ailleurs, ce serait absurde aussi. Il y a une question de contenu, évidemment, qui est très importante. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit avant, mais grosso modo, il y a ceux qui veulent faire du buzz. Donc si vous voulez faire du buzz, il y a 3 types de contenus. Soit vous êtes drôle, soit vous êtes à poil, soit vous faites du lolcat. Voilà, grosso modo, c'est ce qui marche le plus sur les réseaux sociaux. Et clairement, quand vous êtes une marque, c'est plutôt difficile de faire ça. Alors, on parlait d'Oasis tout à l'heure, ils arrivent à être drôles, ils se mettent pas trop à poil, bon, ils mettent leurs fruits à poil, ce qui est plutôt rigolo. Donc c'est plutôt dans la catégorie rigolo. Il y a un buzz depuis 2-3 jours sur une office du tourisme, je ne sais plus laquelle, pour le coup, qui a mis un peu trop de filles en maillot de bain dans sa communication. Donc c'est devenu un peu un bad buzz. Clairement, c'est pas tellement là-dessus qu'il va falloir aller. Moi, je vous conseillerais plutôt d'essayer de mettre des expertises en avant, de mettre votre contenu en avant, d'essayer de créer du contenu intelligent. Ça fera pas du buzz, mais ça fera ce qu'on appelle de la long tail. Concrètement, ça veut dire que quand vous allez mettre un contenu intelligent en avant, il va avoir un impact qui va dépasser les 2 jours. C'est pas le but d'avoir un impact d'avoir une communication qui dure 2 jours. Le but, c'est d'avoir une communication qui puisse être récurrente. Sur Twitter, par exemple, on dit souvent qu'un tweet, ça a une durée de vie de quelques heures. C'est vrai dans 99% des cas. Il y a 1% de cas où c'est pas vrai. C'est quand vos tweets sont bien foutus pour être bien référencés par Google, ce qu'ils sont, et être suffisamment généralistes pour ressortir sur les résultats de recherche.
Nous, on a des clients sur lesquels c'est le cas. On a des tweets qui sont tweetés 1 an après avoir été tweetés à l'origine. Et ils ont une durée de vie comme ça qui continue à exister. C'est la même chose avec les vidéos. Si vous faites une vidéo qui est plutôt intemporelle sur un sujet qui fait partie de votre entreprise, bah, la vidéo, vous allez pouvoir l'utiliser sur tout un tas de formes, sur votre blog, sur votre site, sur vos réseaux sociaux, sur d'autres moyens de communication, et pas forcément pendant la semaine où vous la lancez. Je pense notamment à AXA qui avait fait une communication pas trop mal là-dessus pour expliquer ce qu'était leur métier. Ils ont utilisé leur vidéo à 4-5 mois d'intervalle et ça passait parfaitement vu qu'il n'y avait pas d'indication temporelle dans leur vidéo. Et je dis, tout ça, ça vaut pas très cher. C'est surtout une façon intelligente de concevoir le contenu. J'insiste vraiment là-dessus, parce qu'à la base, on m'avait demandé de venir parler de la façon de communiquer de façon pas trop chère sur les réseaux sociaux. Moi, je vais surtout m'axer sur ce qui rapporte de l'argent, en fait, ce qui vous permet d'avoir un ROI intéressant par rapport aux sommes que vous engagez. Aujourd'hui, faire une vidéo, c'est pas compliqué, faire des images, c'est pas compliqué, faire un peu de curation, c'est encore moins compliqué. Ce qu'il faut, c'est avoir une juste balance entre tout ça, un juste équilibre qui va vous permettre, en fait, de trouver quel est l'engagement, qu'est-ce qui génère de l'engagement vis-à-vis de votre communauté. Et en fonction de votre marque, évidemment, ça ne sera pas de la même façon. Donc, le contenu plus intelligent, c'est évidemment le cœur du truc. Et vous allez évidemment avoir différents objectifs et différentes façons d'y arriver. Je vais vous parler un peu de Facebook. Alors, je ne vais pas parler des pages Facebook, on va passer très vite dessus, mais je voulais vous parler de l'Open Graph. En fait, ça peut paraître barbare à beaucoup de gens, mais l'Open Graph, c'est pour moi ce qui a le plus de valeur au sein de Facebook, largement plus que votre page Facebook, et je vais vous expliquer pourquoi. Avant ça, il faut que je vous explique rapidement ce que c'est qu'un profil Facebook. Vous pensez sûrement que votre profil Facebook, c'est le déclaratif, ce que vous avez mis volontairement sur votre profil, les actions que vous faites sur Facebook, le fait d'aller liker, partager, commenter des pages, ça fait partie de votre profil, ou des images que vous allez partager, des vidéos que vous allez partager, et des actions qui sont liées à Facebook. C'est-à-dire, grosso modo, les applications externes que vous allez utiliser quand vous allez liker une page sur un blog, ce qui est lié de façon indirecte à Facebook. En fait, ce que Facebook appelle votre profil Facebook, ce qu'on appelle le profil social, en fait, c'est vous et tous vos amis. Et ça peut paraître évident, mais ça ne l'est pas forcément. Et quand on parle du nombre de connexions de Facebook, ça prend tout son sens quand on commence à parler de l'Open Graph. Je vais vous expliquer pourquoi. La base de l'Open Graph, c'est les utilisateurs. Quand un utilisateur, vous, moi, n'importe qui, va donner accès à l'Open Graph, à son Open Graph à un site, ça va lui donner accès, en fait, à l'ensemble de ses amis. C'est-à-dire que moi, quand je vais sur un site faire un Facebook Connect, que je vais me connecter et donner les autorisations d'accès à mon compte, en fait, dans le même temps, je donne accès à ce site, à mon compte et au compte de tous mes amis. Donc, grosso modo, le site tiers récupère en moyenne 130 comptes, 130 accès à des comptes. C'est là que ça devient intéressant. C'est là qu'on va pouvoir apprendre de ces utilisateurs et interagir d'une nouvelle façon avec eux. Et c'est ça que je vais vous expliquer. L'Open Graph, il est constitué de 3 choses. Les actions de l'Open Graph sont constituées de 3 choses. Un utilisateur, vous, moi, c'est toujours la base. Une action, celle que vous connaissez le plus, c'est le j'aime, d'accord, c'est toujours un verbe, l'action, et un objet. Quand on parle de cuisine, vous allez dire que vous aimez une recette, ce qu'on fait depuis l'origine de Facebook. Désormais, avec l'Open Graph, on va pouvoir ajouter des verbes. Au lieu de dire qu'on aime une recette, on va pouvoir dire qu'on a mangé une recette, ou qu'on a mangé un gâteau. Ou quand on parle de cinéma, vous pouvez dire que vous avez vu un film ou vous avez envie de voir un film. Et ça apprend des choses très différentes sur vous. Ça apprend que vous allez non seulement aimer quelque chose, mais que vous avez une intention envers le film. Si vous réfléchissez à la place d'une marque, on parle là d'intention d'achat ou de ce genre de choses, ça devient particulièrement intéressant. On va rentrer dans le concret avec un cas que vous connaissez peut-être. Je ne sais pas si vous connaissez le site fab.com. Qui est un site qui fait quelques dizaines de millions de chiffres d'affaires. Fab, ils ont intégré intelligemment ce qu'on appelle la recommandation sociale. Quand vous allez sur fab.com, que vous créez votre compte avec un Facebook Connect, donc vous allez sur fab.com, vous faites Facebook Connect, votre compte est créé en 3 clics, vous n'avez pas besoin de remplir un formulaire à rallonge. La première page sur laquelle vous allez atterrir, en fait, c'est celle-là, à peu de choses près. Et cette page-là, c'est pas les produits que veulent vous vendre Fab, c'est les produits qu'ont aimé ou regardé vos amis. C'est de la reco sociale. Le principe de base, c'est de dire, si vos amis ont aimé ça, il y a de grandes chances pour que vous ayez des goûts similaires à vos amis et que donc vous aimiez ça aussi. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. Il se trouve que dans les chiffres, c'est plutôt vrai.
Quand on fait de la reco sociale, ça marche plutôt bien. Ce que je veux dire, c'est que c'est une façon plus intelligente que de mettre tout le temps les 10 mêmes produits en avant, ou les 100 mêmes produits en avant, ou de se dire, bah, c'est un homme, il va aimer le foot, c'est une femme, elle va aimer la mode. C'est, au lieu de caricaturer de cette façon-là et d'essayer de cibler sur des critères qui ne sont pas forcément de vrais critères, bah, pour le coup, on va aller chercher ce que vous aimez, ou ce que vos amis ont aimé. Donc pour le coup, on va essayer de prendre des vraies données sur qui vous êtes et ce que vous aimez réellement. Un autre cas que vous connaissez peut-être, c'est SoundCloud. Si vous utilisez Deezer ou Spotify, c'est un peu la même chose. SoundCloud, c'est un concurrent de ces deux-là. SoundCloud, c'est un site qui existe depuis aussi longtemps que Deezer, qui avait beaucoup de mal à émerger. Et en fait, ils ont émergé grâce à un truc tout simple, c'est à l'intégration de Facebook Connect. Pour expliquer rapidement ce qu'ils ont fait, en fait, quand vous vous connectez sur SoundCloud, ça va vous proposer toute cette liste-là. Ça ne va pas vous imposer de faire de l'autopartage, ça va vous proposer de faire du partage. C'est-à-dire, ça va vous dire, bah, quand vous écoutez une musique, est-ce que vous acceptez de la partager sur Facebook? Quand vous ajoutez une chanson à une playlist, est-ce que vous acceptez qu'on la partage automatiquement sur Facebook? La plupart des utilisateurs de SoundCloud vont dire oui. Aujourd'hui, on a quelques chiffres qui prouvent que je crois qu'il y a plus de 80 ou 90% des utilisateurs qui autorisent l'autopartage. Ce qui fait que chaque fois qu'un utilisateur utilise le service de SoundCloud, ça ne va pas que être un service qui est utilisé, ça va aussi être un outil de communication. Parce que chaque fois, il va y avoir une publication sur le mur de l'utilisateur, et donc ils vont gagner de la visibilité gratuitement, puisque vous n'êtes pas rémunéré, c'est pas de la pub, donc on ne passe pas par le service de Facebook Ads, c'est de la publication dans le mur de vos amis. Donc à chaque fois que vous allez écouter une musique, potentiellement il y a 130 de vos amis qui vont voir que vous l'écoutez, avec un lien évidemment direct sur SoundCloud, et c'est tout le côté viral en fait de Facebook, et c'est tout l'intérêt de Facebook. Pour revenir un peu sur ce que je vous disais à l'origine, les pages Facebook ont ce grand intérêt de pouvoir permettre à des marques de communiquer gratuitement, enfin au-delà des budgets qu'elles engagent, mais gratuitement, on ne paye rien à Facebook pour aller communiquer dessus. Mais mine de rien, c'est une communication qui est somme toute limitée. C'est limité au nombre de fans qu'on a, c'est limité au nombre de publications qu'on va être capable de faire et au contenu qu'on va être capable de créer. Évidemment, il faut le faire, ou en tout cas moi j'encourage les marques à le faire, mais intégrer des outils comme l'Open Graph et comme l'autopartage, ça va vous multiplier par 10, par 100, par 1000 le nombre de partages que vous allez avoir sur les réseaux sociaux et votre présence sur les réseaux sociaux pour un coût de développement qui est mine de rien pas très cher. Puisque maintenant il y a tout un tas d'outils, ça dépend des plateformes que vous utilisez, mais c'est pas forcément très cher, vous allez pouvoir intégrer une solution qui va être en permanence votre outil de communication. Dernière chose sur SoundCloud, qui est utilisé sur SoundCloud pour la musique, mais qui est utilisé par Amazon sur les produits ou sur beaucoup d'autres, c'est la reco. En fait, quand vous allez dans les fonctions d'exploration de musique, pour découvrir de la musique, au lieu d'aller regarder ce que eux veulent vous montrer en termes de dernière sortie, ce qui est le cas sur iTunes par exemple, quand vous allez lancer l'iTunes Store, bah là on va aller chercher non seulement les nouveautés, mais qui sont en rapport avec ce que vous aimez ou avec vos amis, avec ce qu'ils ont écouté. On est toujours sur ce même principe qui est de dire si vos amis aiment quelque chose et que vous écoutez une musique qui y ressemble, il y a de grandes chances pour que tout ça se touche et que donc ce soit de la recommandation intelligente. Voilà, j'ai essayé de parler pas trop vite. C'est épuisant d'essayer de parler pas trop vite.